est-ce que vous avez quand même un scénario un peu positif où si les planètes s'alignent et puis le scénario, nos enfants pourront avoir des petits-enfants qui pourront eux-mêmes avoir des petits-enfants? Alors, si le scénario un peu positif, c'est qu'on peut trouver des choses à faire dans ce monde-là, la réponse est oui. Si le scénario un peu positif, c'est qu'on va pouvoir tranquillement se la couler douce comme avant et bénéficier des mêmes choses au même prix, en même quantité, la réponse est non. C'est un ingénieur féru d'écologie, de développement durable, mais qui nous parle par la science, par le langage de la science. Et c'est pour ça que j'adore. Alors l'avoir accueilli ici, c'est un grand merci, parce que ça nous a fait énormément de bien. Et on a encore appris des choses ce soir. Notre stratégie se trouve confortée face à un expert. Et ce qu'on a pu faire de façon plutôt intuitive se retrouve vraiment validé par le voix de l'expert qui, lui, a toutes les données en main, scientifiques. C'est plutôt rassurant. Alors, c'est une conférence forcément très intéressante. Si on pense territoire, si on pense notre département, c'est peut-être une façon différente de chercher, de comprendre comment interpréter ces informations et au final se poser la question sur l'avenir de notre territoire à 50 ans, à 100 ans, peut-être même de notre activité à terme. Alors cette conférence était très pédagogique, très didactique et très claire. Je pense qu'elle a permis à chacune et à chacun d'entre nous de se poser de bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que chacun peut à sa place apporter pour que collectivement on arrive à franchir les différentes étapes qui se présentent à nous. Ce que j'ai préféré, c'était l'ouverture positive sur la fin, parce que on connaît bien son pragmatisme et le côté on est bon, on a un challenge, on peut le faire, ou en tout cas on peut réussir dans un challenge, même si tout est négatif autour. Ce qui nous plaît dans nos métiers, c'est de réussir un problème, et là on a un gros problème. Je suis très heureux que cette conférence puisse se faire. En fait, je pense qu'il est nécessaire d'accélérer la prise de conscience. Il y a des profonds changements qui sont là. Je pense que ces changements, ils sont ils sont graves, ils sont urgents. L'urgence climatique, elle est vraiment là, et je pense qu'on n'a pas encore vraiment pris conscience. Et la prise de conscience, les écarts de prise de conscience peuvent créer des conflits. On l'a vu ici en Haute-Savoie, dans d'autres domaines que l'industrie. Donc ça peut créer des conflits, puis ça peut créer pour des entreprises industrielles justement des erreurs stratégiques majeures. Ce qui nous amène au sujet de la responsabilité des médias locaux. Effectivement, il ne vous aura pas échappé que le développement durable dans les médias, en tout cas nous, c'est le constat qu'on a fait, était traité depuis très longtemps de manière très anxiogène, peut-être très complexe, trop complexe. Donc il y a eu un sujet pour nous de se dire comment on peut essayer d'inventer quelque chose de nouveau dans notre grille en tant que média local, donc un sujet de contenu. Si on veut que Céline, qui écoute Radio Mont-Blanc à Sallanches, ou Jean-Marc, qui écoute Radio Mont-Blanc à Cluses, s'approprie le sujet, eh bien alors il faut lui raconter un nouveau récit. Alors Jean-Marc, si tu veux venir me rejoindre. Des choses que vous ne constatez pas quand vous êtes dans la montagne, mais qui arrivent également en ce moment, c'est que le niveau de l'océan est en train de monter. Alors il monte parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, exactement comme le métal. Et le niveau de l'océan monte également parce que vous avez un petit morceau de la mer de glace et un petit morceau du glacier des Bossons qui, une fois qu'il a fondu, se retrouve dans l'océan. Et puis c'est valable pour tous les glaciers du monde. Et c'est également maintenant valable pour le Groenland, qui a commencé à fondre depuis une vingtaine d'années, avec des mécanismes et ce qu'on appelle des rétroactions, c'est-à-dire le phénomène qui agit sur lui-même, qui font que ces rétroactions, que maintenant, à partir de maintenant, quoi qu'on fasse, le Groenland ne s'arrêtera plus de fondre. Donc la question est simplement de combien il va fondre et à quelle vitesse, mais le coup est parti et on va se retrouver d'ici quelques siècles avec 3 à 6 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial à cause de la fonte du Groenland. Ce que vous pouvez constater également, c'est que le pilier des Drues est descendu. Et ça, c'est la fonte du pergélisol. Vous savez que vous avez en montagne un isotherme zéro, hein, ça je pense que ça vous parle. Cet isotherme zéro est plus bas l'hiver, plus haut l'été, mais jusqu'à une époque récente, il remontait rarement au-delà de 4000 mètres. Ce qui veut dire que l'essentiel de la montagne se situant au-dessus de 3000 ou 3500 mètres, en fait le sol était gelé en permanence. Et le réchauffement climatique est en train de dégeler le pergélisol qui se trouve en montagne. C'est ça qui provoque de manière accélérée des éboulements, dont la chute du pilier des Drues, là, et maintenant, et toutes les voies mythiques qui étaient dessus sont parties à tout jamais, a été un exemple très emblématique. Et il va malheureusement y en avoir d'autres. J'en profite pour faire un petit coup de pub. Dans les publications du Shift Project, vous avez un cahier spécial montagne. Alors ça ne concerne pas tellement les industriels, mais ça concerne les élus,
qui a été fait à destination des élus locaux. On a démarré il y a 1 an et demi un projet qui s'appelait Résilience des territoires. C'est un projet dans lequel on avait essayé de regarder qu'est-ce que ça voulait dire pour un territoire local de se confronter au double défi du changement climatique et de la diminution croissante, pardon pour cette expression un peu malheureuse, diminution croissante, de l'approvisionnement en ressources naturelles. Donc dit autrement, je suis un élu local d'une commune. À l'avenir, il va y avoir moins de pétrole pour se déplacer et plus de réchauffement climatique. Et si je mets les deux dans la bassine, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que je peux essayer d'imaginer comme mesures qui sont à ma main pour organiser l'avenir de telle sorte que je navigue au mieux avec ces contraintes-là? Conséquence de cette affaire, c'est qu'une fois qu'on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, au bout d'un siècle, il n'y en a que la moitié qui est partie. Pardon, au bout d'un siècle après arrêt des émissions. Donc on arrête totalement, on crée un surplus, on arrête les émissions, d'accord ? On a arrêté les émissions. On rêve, on arrête les émissions. Eh bien, un siècle après arrêt des émissions, il y a la moitié du surplus de CO2 qui est toujours dans l'air. 1000 ans après l'arrêt des émissions, il y a un quart du surplus qui est toujours dans l'air. Et 10 000 ans après arrêt des émissions, il y a toujours 10 à 15% du surplus qui est toujours dans l'air. Ce qui veut dire que l'état de l'atmosphère ne reviendra jamais du restant des temps historiques là où l'atmosphère était avant le début de l'ère industrielle. Donc une partie de la dérive climatique qu'on a mise en route, elle est inarrêtable, notamment sur la hausse du niveau de l'océan, sur la fonte d'une partie de la cryosphère, etc. Quoi qu'on fasse à partir de maintenant. À 2 degrés, vous avez à peu près 1 milliard d'individus sur Terre, tous les gens qui habitent dans la bande équatoriale, qui se mettent à vivre dans un endroit dans lequel les conditions externes sont celles d'un hammam en permanence. Donc vous risquez votre peau, même pour une personne jeune et en bonne santé, à sortir dehors. 1 milliard d'individus à 2 degrés. Alors, ça ne concerne pas les Alpes, mais ça concerne 1 milliard d'individus qui vont chercher à aller ailleurs. Donc, un jour, ça concernera la France et donc les Alpes. Le fait qu'aujourd'hui, on ait des chaînes économiques mondialisées font que, de toute façon, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe au titre du changement climatique ailleurs dans le monde, parce que c'est susceptible d'avoir un impact, y compris chez soi, et qui n'est pas juste l'impact direct du réchauffement climatique à sa porte. En ce qui concerne les ressources, alors là, tous les gens dans la salle qui ont de l'industrie, vous savez très bien que votre métier consiste à transformer de la matière. Donc vous avez un facteur limitant pour opérer qui s'appelle votre banquier, vous avez un facteur limitant pour opérer qui est de trouver les bonnes compétences, mais vous avez également un facteur limitant pour pouvoir opérer qui est de trouver la ressource physique à transformer. Et si j'élargis ce propos à l'ensemble du système économique, en fait, l'ensemble de notre système économique est une énorme machine, est un énorme système à transformer des ressources naturelles pour en faire autre chose. Vous êtes habillé avec des ressources naturelles transformées. Vous êtes assis sur des ressources naturelles transformées. Nous nous trouvons dans un bâtiment qui est fait de ressources naturelles transformées. Vous avez tout à l'heure mangé, parce que notre hôte est généreux, enfin je crois, des ressources naturelles transformées. Du reste, ce que vous allez manger, c'est aussi des ressources fossiles transformées. Tout à l'heure, vous allez manger du pétrole et du gaz, parce que ce que vous allez manger aura été cultivé, récolté par des tracteurs qui fonctionnent au pétrole, cultivé, récolté par des tracteurs faits avec du charbon, puisque c'est de l'acier, c'est fait avec du charbon. Et enfin, tout ça aura été fertilisé avec des engrais azotés qui sont fabriqués avec du gaz. Donc tout à l'heure, pensez bien, quand vous allez manger vos toasts, que vous êtes en train de manger un truc qui sent le pétrole, le gaz et le charbon. Donc, en fait, notre système économique, je le redis, est une énorme machine à transformer des ressources naturelles. Et même la partie service dans cette histoire, en fait, dépend de cette transformation des ressources naturelles. Vous ne pouvez pas faire un service d'enseignement aujourd'hui sans un bâtiment, sans que les gens viennent dans le bâtiment, pour ça il leur faut des moyens de transport, sans des supports de formation, que ce soit des ordinateurs ou des livres, mieux des livres que des ordinateurs du reste à mon avis, vous avez besoin de ces ressources, vous avez besoin de chauffage, parce que sinon les élèves l'hiver ils n'acceptent pas de venir se peler, etc., etc. Donc en fait quand vous regardez, ou quand vous allez chez votre coiffeur, ou chez votre coiffeuse, là aussi vous avez quelqu'un qui ne peut pas opérer sans ressources naturelles. Il avait avant des ciseaux, maintenant ils ont tous des tondeuses. Donc ils ont des ressources naturelles transformées parce que ciseaux, tondeuses, c'est des ressources. Vous êtes assis sur un fauteuil, c'est des ressources. Vous êtes dans un local, c'est des ressources. Vous avez des lacs, c'est des ressources, etc. L'Oréal transforme des ressources. Enfin bon, bref. Vous avez, même pour les activités qu'on pense être dématérialisées parce que c'est des activités de service, en fait, vous avez des ressources absolument partout. Vous avez des ressources absolument partout. Moi, j'ai vécu le passage du papier au digital dans les factures. À l'époque, on appelait ça la dématérialisation. Mais cette chère Zazie, celle de Quedo, vous aurait dit dématérialisation mon cul. Matérialiser autrement.
Hein, c'est-à-dire qu'avant, c'était matérialisé sur papier. Maintenant, c'est matérialisé sur des écrans et sur des machines qui demandent 40 métaux différents pour être fabriqués et qui fonctionnent avec des électrons parfaitement matériels. Hein. Donc, on n'a pas du tout dématérialisé. Les services ne sont pas dématérialisés. Ils sont matériels eux aussi. Il y a toujours une matérialité quelque part dans les activités économiques. Toute ressource naturelle non renouvelable, le minerai de cuivre, l'or, le minerai de fer, le pétrole, etc., vous ne pouvez pas, c'est mathématiquement démontrable, avoir un prélèvement éternellement croissant qui en provient, ni même un prélèvement éternellement constant. C'est formellement interdit, c'est un théorème de maths que je sais encore démontrer. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous tapez dans un stock de ressources non renouvelables, vous pouvez mathématiquement démontrer qu'il arrive un moment où le flux en provenance de ce stock devient structurellement décroissant. Donc ça veut dire qu'il n'y en a plus assez pour tout le monde, si tout le monde continue à en vouloir autant. Ce n'est pas le prix actuel de ce que vous achetez qui vous donne la moindre indication sur la quantité dont vous disposerez dans 10 ou 20 ans. Ça ne vous dit rien là-dessus, absolument rien. Si vous voulez savoir de quelle quantité vous pouvez éventuellement disposer dans 10 ou 20 ans, vous êtes obligé de faire une analyse prospective sur la ressource physique elle-même. Hein, vous ne pouvez pas vous contenter des prix actuels, ils ne vous disent rien. Donc ça veut dire qu'il faut gérer réglementairement par les quantités. Et donc limiter les gens et accepter de se faire limiter voilà, aussi. C'est ça, donc accepter des limites. Bah, ça tombe bien, on était ici pour parler des limites. Mais pour reprendre l'exemple de l'automobile, ça veut dire limiter les poids, ça veut dire limiter les vitesses maximales, ça veut dire limiter les puissances, ça veut dire limiter les consommations, donc les émissions en pot d'échappement, voilà, ça veut dire limiter tous ces trucs-là. Puis par ailleurs, vous ne mangez pas ici si vous êtes juste sur l'économie locale. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles l'idée d'autonomie des territoires est une idée qui me sort par les trous de nez, parce que ça n'a aucune espèce de réalité et ça n'aura jamais aucune espèce de réalité. Voilà. Et quand les élus locaux qui veulent un peu bomber le torse parlent d'autonomie énergétique, en général, déjà ils se limitent à l'électricité et ils disent ça quand ils ont une éolienne dans un champ et qu'ils ont 300 habitants sur la commune, qui font plus et moins sur l'année en disant « Ah, ça y est, c'est bon !» Non, n'importe quoi. Bon. Et l'autonomie, par ailleurs, c'est l'absence de communication entre les individus, et donc un jour ou l'autre, c'est la guerre. Ce qui est intéressant, c'est d'organiser sa dépendance avec des gens qu'on aime bien. Donc idéalement, voilà, c'est comme dans un couple. Donc idéalement, avec des gens qui ont symétriquement besoin de soi et avec qui on s'entend bien. Donc l'idée, la résilience, c'est pour ça qu'on a appelé notre travail au Shift Project résilience. La résilience pour nous c'est ça, c'est-à-dire se mettre à dépendre de gens qui ne vont pas vous claquer dans les doigts, qui ne vont pas eux-mêmes avoir des problèmes d'approvisionnement pour ce qui vous intéresse et qui ont besoin de vous comme vous avez besoin d'eux. Donc l'idée qu'on revienne à une fraction plus locale, ça c'est quelque chose qui est pertinent et c'est quelque chose qui est en phase avec le fait que les échanges c'est de l'énergie et dans un monde avec moins d'énergie, il y aura moins d'échanges. Hein. Yves Cochet avait une maxime que je trouvais pas mal qui a dit le pétrole ça nous a permis d'aller plus vite, plus loin, moins cher et après la décrue pétrolière on va aller moins loin, moins vite et pour plus cher. À l'époque mon grand-père, que je n'ai jamais connu parce qu'il est mort en déportation, avait une petite usine de fabrication et de réparation de postes de radio à Paris. Ils étaient 20 et à 20 ils arrivaient à fabriquer et à réparer des postes de radio. Donc ce vers quoi on va avec le raccourcissement des chaînes de valeur, c'est une plus grande polyvalence des unités de fabrication, une augmentation des coûts, une déspécialisation des unités et une diminution de la variété des gammes. Et donc relocaliser, réindustrialiser la France, si on est intelligent, ça se fait avec ce cahier des charges-là. Il va falloir travailler plus d'heures pour se payer un objet donné. C'est quelque chose qui peut s'organiser à l'échelle d'un territoire. Hein, et notamment tout ce qui est réutilisation. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps un truc qui doit être fabriqué dans le coin du reste, un pantalon Lagopède, pour ceux d'entre vous qui font du ski de randonnée. C'est fait avec des bouteilles de plastique recyclées, donc c'est l'instant pub là, et avec du coton recyclé. Donc en fait ils prennent des vieux bouts de coton, ils détricotent tout, ils refont le fil, ils retissent, etc. Et c'est comme ça qu'ils font les doublures. Bon ben voilà, ça c'est une forme alors c'est pas circulaire à l'échelle du territoire, c'est circulaire à l'échelle de l'Europe. Par exemple, les élus locaux, ils ont la main sur les limitations de vitesse. Ils ont la main sur la voirie. Moi, un truc pour lequel je milite aujourd'hui, c'est qu'il ne devrait plus y avoir une opération de BTP sur la voirie pour voiture sans qu'on rajoute des infrastructures cyclables. Donc on ne passe pas une commande de BTP sans qu'on rajoute de quoi mettre la possibilité pour les vélos de circuler en voirie séparée des voitures. Ben, vous faites un truc comme ça, progressivement, vous avez un territoire qui devient un peu moins dépendant
des combustibles fossiles. Un peu moins. Bon. Et puis maintenant qu'on a d'excellents moteurs électriques, autre minute de pub, non, qu'on a des vélos à assistance électrique, même les côtes, c'est plus des sujets. Hein, on voit aujourd'hui des gens qu'on n'aurait jamais imaginé sur un vélo il y a 20 ans se déplacer à vélo électrique et ils n'ont pas l'air de souffrir outre mesure. Donc c'est quelque chose qui peut être parfaitement organisé. Donc il y a des mesures comme ça qui peuvent être faites à l'échelle du territoire, qui sont des mesures de moindre dépendance. Messieurs les élus locaux et mesdames les élus locales, pardon, mettez 1% du budget de la collectivité locale dans la formation et l'acquisition d'informations pour que vous soyez capable de savoir dans quelle direction vous allez devoir agir, parce qu'on ne va pas avoir la possibilité de faire 50 fois essai-erreur avec le temps qui nous reste. Je vais prendre un exemple qui est la rénovation des logements. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la première fois où vous avez entendu un politique dans ce pays dire il faut 1 million de logements rénovés par an? Ah oui, c'était il y a 3 présidents, non? Oui, c'est ça. Oui. C'était au moins Hollande. C'était au moins il y a 10 ans. Et peut-être même avant. Bon. Ouais, Ils sont où? Ils sont toujours pas là. Pourquoi ils sont toujours pas là? Parce que quand on a dit il va falloir rénover 1 million de logements, il y a un des trucs auxquels on ne s'est pas intéressé, c'est comment est-ce qu'on fait venir 200 ou 300 000 artisans du bâtiment supplémentaires. Tout d'un coup, exactement. Alors, pas tout d'un coup, mais même au fur et à mesure. Comment on les fait venir? Comment on les fait venir quand l'éducation nationale tient aux gamins le discours qui est si t'es bon, t'iras à la fac, et si t'es naze, t'iras en bac pro? Comment on les trouve? Comment on les trouve quand aujourd'hui, alors on n'est pas dans la rénovation, là, on n'est pas dans l'artisanat, mais même une boîte comme Bouygues où les gens rentrent à 2500 balles par mois, ils n'arrivent pas à trouver de Français à embaucher pour les métiers de la construction. Comment on les trouve? Bon. Donc, vous voyez bien qu'il y a un sujet compétence. Alors le sujet compétence, il va avec la formation, il va avec les sujets statut, il va avec les sujets de diplôme, de reconnaissance, de statut social, etc. Allez chez notre voisin, tiens, en Suisse, alors ils n'ont pas que des mallettes de billets, ils ont aussi un système dans lequel l'essentiel de l'acquisition d'un métier se fait par la voie professionnelle. Eh bien, vous n'avez pas ce que vous avez en France, c'est-à-dire cette espèce d'aristocratie des métiers. En tout cas, c'est beaucoup moins prononcé. Et quand vous discutez avec quelqu'un dans la rue, vous êtes infoutu de savoir s'il est boulanger, plombier ou prof d'université. Vraiment, vous êtes infoutu de savoir. Et je pense qu'en France, donc on a un vrai sujet sur la manière dont on gère la formation, à la fois initiale et continue. Alors, pour que la commande publique joue bien son rôle, il faut que les acheteurs soient formés. Ah mais oui, qu'ils sachent quels sont les bons critères. Hein, qui sachent dans quelle direction partir. C'est un exemple pour montrer qu'à partir du moment où on a un cahier des charges qui est censé permettre d'avancer dans la bonne direction, en fait, tout va être dans le cahier des charges. D'accord ? Et donc, on ne peut pas laisser les élus en l'air décider d'eux-mêmes leur propre cahier des charges. En plus, sinon, si vous êtes un fournisseur servant la commune de Cluses, la commune de Salanches et la commune de La Roche-sur-Foron, et que les trois ont des cahiers des charges différents, bon courage. Hein. Donc la cohérence et voilà, de l'organisation. Voilà, exactement. Donc la commande publique, en fait, elle doit se structurer, l'appareil public doit ouvrir un chantier qui est tout ce qui est normes et labels. On n'y est pas du tout. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on est très au-dessus du seuil. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la décroissance qui peut se faire sans grande douleur. De la décroissance physique. Hein. Si on diminue significativement le kilométrage en avion des Français dans l'année, alors c'est emmerdant parce qu'il faut reconvertir Airbus. Sur notre bonheur à nous, bon, à part qu'on n'aura pas le snobisme de dire à un dîner en ville qu'on est allé aux Seychelles, on s'en fout un peu, quoi. Quelque part, il y a de très beaux paysages en France, et les moments les plus heureux de notre vie ne sont pas nécessairement ceux où on est allé le plus loin. Donc bon. Et puis on fera comme peuvent faire. On a encore un peu de marge avant qu'on ne puisse plus du tout faire ce que font une partie des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire ils se prennent une année sabbatique et ils courent le monde sans avion, en vélo, en train, en je sais pas quoi. Ils découvrent le vaste. Et en fait, ils vont beaucoup plus voir le monde que quelqu'un qui aurait fait 15 vols en avion pour aller au Club Med à chaque fois. Non ? Bon. Donc on a de la marge pour faire des choses qui restent intéressantes. Dans un monde dans lequel on a moins d'énergie. Et puis c'est pareil, si au lieu de se déplacer dans une bagnole d'1,5 tonne, on se déplace dans une bagnole de 500 kg ou à vélo électrique, je suis pas sûr que ça va nous rendre fondamentalement au bout de notre vie, quoi, comme diraient certains. Voilà, donc je pense mais par contre c'est une affaire, alors cette affaire-là est une affaire d'organisation, c'est une affaire de désir collectif, c'est une affaire d'équité.
Parce que plein de gens vont se dire, il n'y a pas de raison que je roule dans une bagnole à 500 kg pendant que M. Bernard Arnault continue à voler dans son jet privé. Donc, donc les défis sont plus là pour moi. Ils sont dans le récit qu'on est capable de se raconter. Ils sont dans les objectifs qu'on est dans les valeurs qu'on est capable de partager, dans la façon dont on se représente l'équité, etc. C'est beaucoup plus là le défi que véritablement dans l'enjeu de diminuer la consommation matière, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de gras. Est-ce que vous avez quand même un scénario un peu positif où si les planètes s'alignent et puis nos enfants pourront avoir des petits-enfants qui pourront eux-mêmes avoir des petits-enfants? Alors, si le scénario un peu positif, c'est qu'on peut trouver des choses à faire dans ce monde-là, la réponse est oui. Si le scénario un peu positif, c'est qu'on va pouvoir tranquillement se la couler douce comme avant et bénéficier des mêmes choses au même prix, en même quantité, la réponse est non. On est les champions du monde du système D. Je vais vous le dire autrement, on est les champions du monde de l'optimisation sous contrainte. On fait, il faut accepter de se le dire, parmi les meilleurs ingénieurs au monde. Parce qu'il y a une culture en France, et c'est ça qui fait qu'on est bon aux deux extrémités du spectre. On est bon dans la démerde individuelle, donc on fait des bons architectes, des bons couturiers, des bons pâtissiers, des bons etc. Et on est bon dans l'organisation des grands systèmes complexes, quand on n'essaye pas d'imiter l'économie libérale des autres, qui n'aiment pas ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait, avant de commencer à mettre des trucs qui ne marchaient pas dedans, parce qu'on a voulu imiter je ne sais pas qui, on a fait un système électrique remarquable, on a fait un système ferroviaire remarquable, on a fait un système hospitalier remarquable. Donc on est très bon dans l'organisation, il n'y a que les Français pour s'en plaindre de tout ça. On est très bon dans l'organisation des grands systèmes complexes. Or, le problème que j'ai évoqué ce soir, il va demander de l'ingéniosité, de la créativité, de l'optimisation sous contrainte et de la gestion des grands systèmes complexes. Donc j'ai envie de dire, c'est pour nous. Il faut qu'on fonce, nous. C'est pour nous. Par contre, il faut qu'on le fasse intelligemment. Et donc, il ne faut pas qu'on le fasse en essayant de courir 50 lièvres à la fois. Et il ne faut pas non plus qu'on le fasse en se trompant de cahier des charges. Donc, ce qu'on a fait, le coup PV versus nucléaire, ça c'est une erreur de cahier des charges. On a perdu notre temps, on a perdu nos cervelles. On aurait mieux fait de leur faire autre chose. Mais si on est fonceur, j'ai envie de dire, dans cette direction-là, moi je pense qu'on a un avenir à ce titre. Je pense qu'on a un avenir à ce titre. Mais il faut faire chez soi d'abord. Vous êtes tous bien placés pour savoir qu'à l'international, ça ne se conquiert pas tant qu'on n'est pas bon sur son marché domestique. Pour agir autrement, il faut penser autrement, et pour penser autrement, il faut regarder autrement.